Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est veille de formation et demain on parlera de ce doute pour que vous n'ayez plus aucun doute hein, que vous allez récupérer votre conjoint. Si on a le doute effectivement, on se tire un peu une balle dans les pieds, on n'y arrive pas, je vais vous expliquer comment on peut sortir de ce syndrome de doute, ce syndrome de l'imposteur, pourquoi d'autres pirates y arriveraient et pas vous. On va en parler demain, mais aujourd'hui on va finir de parler évidemment des stratégies. Je vous ai beaucoup parlé des jeux finis, des jeux infinis cette semaine pour faire comment faire passer son couple en mode de jeu infini pour que le couple continue à vivre malgré la crise existentielle. Et bien aujourd'hui, on va parler justement de ce couple, on va parler de cette crise de la quarantaine et on va parler évidemment des solutions du point de vue d'une part de la formation que j'appelle le Tao, c'est-à-dire les méthodes orientales qui vous permettent d'avoir un nouvel état d'esprit pour récupérer votre conjoint. Il y a un état d'esprit survie comme on a en Europe avec, vous savez, le syndrome de Roland de Roncevaux, on veut gagner en force, on veut gagner alors que c'était difficile, et les orientaux ont une autre stratégie, c'est ils ne livrent bataille que quand ils sont sûrs de gagner, hein, donc c'est-à-dire qu'ils se préparent beaucoup, hein, ils ont la bonne attitude et quand il y a la bonne opportunité, ils agissent. Chaque fois que vous avez peur d'un divorce, hein, et évidemment c'est quelque chose qui se comprend, vous allez vous éloigner des possibilités de revenir ensemble. La crise de la quarantaine, la crise de la trentaine va entraîner des peurs de séparation et heureusement il y a des alternatives au divorce, hein, puisque vous savez qu'autour de vous il y a plein de personnes dont un des membres du couple est rentré en crise de la trentaine ou de la quarantaine, voire plus tard. Quand on dit que la quarantaine, hein, c'est ce qu'on appelle dans le mode de neurosciences la crise ultérieure. Vous avez la crise d'adolescence, vous avez la crise d'adulte autour de la trentaine, 35 ans, et la crise ultérieure entre 40 et 50 ans, voire des fois un peu plus tard, de plus en plus tard aujourd'hui. Chacune des crises ont des fonctionnalités différentes. La crise, par exemple, d'adulte autour de la trentaine, est-ce que j'ai la bonne sexualité, est-ce que j'ai le bon travail, est-ce que je ne me suis pas trompé? Et la crise du milieu de vie, hein, qu'on dit, c'est j'ai fait la moitié de ma vie, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je loupe, qu'est-ce que je regrette. Je mets tout ça dans des boîtes et je vais faire le deuil de ma jeunesse pour être heureux ensuite avec mon âge plus mûr. Donc craindre le divorce, hein, ça va vous, ça va vous multiplier les chances de divorcer. Et si vous arrivez à surmonter votre peur, vous avez une formation qui s'appelle Surmonter sa peur et faire preuve de courage. Si vous surmontez vos peurs, évidemment, vous aurez beaucoup plus de chances d'y arriver, puisque quand on a peur, quand on est en mode survie, on n'a pas le bon fonctionnement. Hein, quand on veut avoir le bon fonctionnement, il faut passer à mode complexe, donc mettre beaucoup d'inputs dans son cerveau, avec ces nouvelles données, les connecter entre elles avec ce que vous savez déjà, et plus vous allez mettre en place toutes les connexions que vous avez entre les différentes formations, mieux vous allez y arriver. Vous savez, le catalogue de formation, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, le catalogue de formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, avec 85 ou 90 formations aujourd'hui, je ne sais plus. Vous allez faire votre marché, vous allez dire, il me manque la légèreté, il me manque maîtriser ses pensées, il me manque la stratégie, et tout ça va faire, tiens, les talons au printemps, c'est la survie. Et, et tout ça va faire que, oui, un chaleur, il n'est pas content, enfin, il est content au contraire. Donc tout ça va faire que vous allez piquer dans les formations que vous avez envie, si vous manquez de légèreté, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne entre crise et pansement. Et toutes ces formations qui vous manquent, vous allez mettre dans votre tête, vous allez les écouter, les réécouter, et tout ça, ça va faire des liens différents, hein, des liens neuronaux, et vous allez vous construire la bonne attitude avec tout ce qui vous manquait, et vous allez aussi continuer à travailler sur vous. Donc vous savez que depuis 1999, je travaille sur vous, sur les crises existentielles, sur comment récupérer son couple. Et finalement, les modèles de personnes qui ne réussissent pas à maintenir leur couple, c'est-à-dire qui vont divorcer ou qui vont se séparer, sont assez clairs. Il y a une vérité qui est assez criante au fur et à mesure, c'est que malgré la peur du divorce, finalement, le divorce n'est pas forcément le problème initial. Le problème initial, c'est la crise existentielle, vous l'avez compris. Et la première étape
qui va consister à sauver son couple, c'est de ralentir les choses. Vous savez que pendant le début de la crise de votre conjoint est plein d'adrénaline, donc il faut que ça aille vite. Il contacte un avocat, il contacte, je sais pas quoi, l'agent immobilier, le notaire. Au début, il y a beaucoup d'énergie. Donc votre job, hein, c'est 7 fois sur 10, les personnes qui ont récupéré leur conjoint, c'est des personnes qui ont réussi à ralentir le processus au départ. Et pour ça, vous avez une formation longue hein, qui s'appelle Comment être un rock pour bien maîtriser la phase aiguë, hein, la phase d'alarme de votre conjoint. Donc la séparation, le divorce, évidemment, vous allez le redouter, et on peut le redouter, c'est-à-dire que si on n'a pas la grinta, si on ne se concentre pas sur ce qu'on a à faire nous, si on ne se concentre pas sur notre changement, si on ne se concentre pas sur dès qu'on peut, dès que le conjoint est en top, de passer des bons moments, eh bien, on va diminuer les chances d'y arriver. Donc la première étape que vous avez à faire, mais vous aurez cette étape, vous devrez la faire tout le temps, c'est à créer de l'espace et à trier les problèmes à résoudre de votre côté. Donc le but, ce n'est pas d'essayer de résoudre le problème de la crise existentielle de votre couple tout de suite, quand votre conjoint est en phase d'alarme, parce que vous allez faire un effet repoussoir. Alors évidemment, au début, quand votre conjoint vous dit je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer, c'est fini, je n'en reviendrai pas, vous avez un traumatisme. Donc vous avez la formation en premier pour comment oublier ce traumatisme. Et une fois qu'on a oublié ce traumatisme qui peut nous faire mal, qui peut nous perturber, on va pouvoir gérer la crise de votre conjoint dans le temps. Si vous voulez régler la situation trop rapidement, vous n'allez pas y arriver. Si vous voulez manipuler par des silences radio, vous n'allez pas y arriver. Si vous voulez faire une lettre magique, vous n'allez pas y arriver. Si vous voulez fuir la situation en disant « fuis-moi, je te suis », ce genre de manipulation à 2 balles, vous n'allez pas y arriver. Ce que vous allez arriver quand vous allez mettre de l'espace pour résoudre vos problèmes. Alors, il y a certains coachs qui ont mal compris le message. Ils disent, on va mettre de l'espace, donc faites un silence radio, ou certains psys vont vous dire, faites un break, faites une pause, vous reparlez pas pendant un mois. J'ai un pirate qui m'expliquait ça la semaine dernière. Évidemment, hein, une fois que le psy a dit prenez un mois et pendant un mois vous ne vous parlez pas ou vous parlez qu'une fois pendant le mois, évidemment hein, la personne qui était en crise a appelé, quand les personnes se sont rappelées qu'ils avaient rendez-vous au bout de 15 jours, c'est pour dire non mais finalement j'ai réfléchi, je ne reviendrai pas. Évidemment, hein, si on sent qu'on est mal avec son conjoint et que tout d'un coup on n'est plus ensemble et que ça va un peu mieux, on croit que le problème vient du couple, alors que le problème il vient qu'il y a moins de tension, c'est-à-dire que le conjoint arrête de mettre de la pression, de la propulsion. Donc c'est pas que le couple est fini, c'est que le conjoint qui n'est pas en crise met trop de propulsion au départ. Donc vous allez créer un espace, non pas, vous n'allez pas mettre de l'espace physique, mais de l'espace émotionnel. C'est-à-dire que vous allez arrêter tous les jours de dire où on en est, de parler de votre couple, et pas en ce moment, et c'est pas normal, etc. Parce que tout ça fait que vous allez mettre votre couple au fond du trou. Donc la perspective d'un divorce finalement va se multiplier quand vous en parlez trop, quand vous abordez trop le sujet. Donc le fait de parler du divorce va créer de l'insécurité chez vous, va blesser votre conjoint puisque vous allez reparler du passé, vous allez reparler des blessures, vous allez reparler de ce qui n'allait pas et vous allez avoir plus de chances d'aller vers une séparation. Donc une partie de la crise de la quarantaine ou de la trentaine, de la crise existentielle, va se transformer en problème de couple. Et finalement, ce problème, il est bien plus profond qu'on ne le pense au début, parce qu'on croit que c'est un problème de couple, mais en fait, c'est un problème qui va durer 2 ans, voire plus, lié à la crise existentielle d'une personne. La crise existentielle étant le remodèlement du cerveau biologique pour passer d'un état de jeune homme ou de jeune femme, par exemple, à homme ou femme mature. Donc ça demande un certain temps et c'est plus compliqué qu'on le voit au début parce qu'on croit qu'on va régler les problèmes de couple, qu'on va aller voir un thérapeute de couple et que ça va fonctionner, que l'on va discuter que ça va fonctionner, qu'on va mettre un ultimatum, ça va fonctionner, qu'on va demander conseil à son frère, à sa soeur, à son cousin que ça va fonctionner. Non, ça va être beaucoup plus long. Le problème n'est pas fondamentalement le mariage qui se brise, c'est de traiter pendant un moment ces hauts, ces bas, sans faire que ces hauts et ces bas mettent fin à votre relation. Donc la plupart des couples qui suivent des mauvais conseils de thérapeutes ou de psy vont essayer de réparer l'ancien mariage. Le thérapeute il sert à ça, à réparer.
comme le psy va servir à réparer les blessures de l'enfance. Eh bien vous avez bien compris, parce que vous êtes un pirate, que l'ancien couple ne reviendra pas dans la phase 2, hein. En plus elle est toute pourrie, la phase de distanciation. Vous êtes passé aujourd'hui en phase 3 où votre conjoint explore si ce n'est pas mieux ailleurs, et vous allez vous concentrer pour faire passer votre conjoint en phase 4. Vous avez pour ça la formation, comprendre les règles de fonctionnement du couple pour bien passer en phase 4. Vous voyez que vous avez les outils. Une fois sur 10, vous allez aller directement au divorce dans les statistiques. C'est-à-dire que tout est déjà joué, parce que l'un des deux partenaires est victime de violence, de maltraitance physique. Alors je ne rentre pas dans la maltraitance psychologique, puisque pendant la crise existentielle, effectivement, la personne qui est en crise, je vous réfère à la formation comprendre le fonctionnement de pansement et comment comprendre le fonctionnement de criseux et leurs relations. Pendant la crise, on a des symptômes de psychopathie, de machiavélisme et de narcissisme. Donc c'est évidemment de la violence psychologique. Donc les couples qui doivent se séparer à tout prix, c'est quand il y a des violences physiques. Donc vous, mes pirates adorés, je sais que parfois avant d'être un pirate, vous m'avez fait des violences physiques, ça peut arriver. Vous n'en ferez plus jamais, parce que ça se retrouve devant la gendarmerie, ça se retrouve, etc. Donc là, après, quand la machine judiciaire est là, ça diminue les probabilités d'y arriver. Et bien sûr, même si on n'est pas une team, une famille sur la moralité, on est une team, une famille sur les sciences, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, on ne tape pas violemment sur la personne qu'on aime. Donc les personnes qui sont en situation d'abus, je vous avais fait une belle vidéo sur le violentomètre, effectivement, ont intérêt, face à un conjoint violent, de ne pas rester. Mais malheureusement, ce que je constate aussi depuis 1999, que face à la violence physique, parfois on pardonne ce qu'on n'aurait pas pardonné. On ne pardonne pas le fait de ne pas avoir été, d'avoir, je sais pas quoi, d'avoir pas été assez présent, de ne pas avoir assez passé l'aspirateur, je ne sais pas quoi, ce qu'on peut reprocher, mais parfois on peut passer outre la violence physique. Donc pour multiplier les chances de revenir ensemble, évidemment, vous allez partir dans le cadre de votre croissance de vie, dans votre croissance personnelle, et pour pouvoir effectivement vous améliorer et montrer à votre conjoint que vous avez changé et passer des bons moments, il vous faut du temps, vous aussi. Donc vous avez besoin de temps, donc vous avez besoin de ralentir. Donc on fait en sorte, si malheureusement votre conjoint est allé très vite et qu'il est déjà allé voir un avocat et que vous étiez un bébé pirate et que vous avez mis de l'huile sur le feu, eh bien vous demanderez quand même à votre avocat, si la procédure est déjà engagée, de ralentir les choses, de tout faire pour que ça ralentisse. Donc le premier but, c'est de ralentir. Alors, ne faites pas comme des bébés pirates mal inspirés qui diront « Non mais moi je ne veux pas divorcer, moi je ne veux pas vendre la maison, etc. » Ça ne marche pas. Là, vous mettez une barrière face à quelqu'un qui est plein d'adrénaline, il va vous défoncer. Déjà en France, on n'a pas, enfin, en Europe, on ne peut pas empêcher un divorce, on ne peut pas empêcher quelqu'un de divorcer, on peut empêcher quelqu'un de divorce à l'amiable en France, mais on ne peut pas empêcher le divorce traditionnel. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais ça on ne peut pas l'empêcher. Donc ça ne sert à rien de dire « Je ne veux pas divorcer ». On peut dire pour le moment, on peut peut-être un peu temporiser, pour les enfants c'est mieux, on va prendre notre temps, on va calculer qu'est-ce qui est mieux, comment on va s'organiser par la suite, on a besoin de temps. Ça, le conjoint va être capable de l'entendre. Et pendant que vous prenez du temps, vous avez, c'est le syndrome de Pénélope que j'appelle, vous avez le temps de vous fortifier, de faire les formations, de les mettre en application. C'est quoi le syndrome de Pénélope? C'est dans l'Iliade et l'Odyssée. Ulysse est parti conquérir le monde, entre guillemets, et Pénélope est chez elle et elle est dragouillée par la personne qui a pris le royaume en attendant qu'Ulysse revienne et qui veut l'épouser avant qu'Ulysse revienne pour pouvoir mettre Ulysse dehors. Et Pénélope a trouvé la situation, elle lui dit je construis une œuvre avec, comment on appelle ça, j'allais dire de la couture, mais non, c'est pas de la couture, c'est, vous savez, quand on ah là là, avec des pelotes de laine, bon, j'ai plus le nom, donc je fais une œuvre en tricotant, voilà, et quand ce sera terminé, je vous épouserai. Et toutes les nuits, c'est Ariane, pas Pénélope. Bruno se calme, c'est le fil d'Ariane. Je crois, on tire sur le fil finalement pour défaire ce qu'on a fait la journée, pour ralentir le processus. Donc déjà à l'époque, on avait compris le fait de ralentir le processus en tirant sur le fil. Pour nous, il faut que tu arrêtes de raconter des conneries avec Pénélope et Ariane. C'est le fil d'Ariane, Bruno se calme. Vous avez compris.
Donc le but pour éviter cette séparation, ce divorce, va être effectivement au départ de prendre patience, de vous fortifier pour que ça ne dégénère pas en conflit, en propulsion qui vont propulser vers le divorce. Hein. S'il n'y a pas de propulsion pendant la crise existentielle, si vous êtes la personne qui permet d'être des espaces de respiration à la personne qui est en crise, si la personne qui est en crise se sent mal partout sauf avec vous, eh bien, il y a très peu de chances qu'elle demande le divorce. Le problème, c'est qu'au départ, comme vous réagissez mal et vous mettez de la pression, la personne croit que son mal-être vient de vous. Donc vous allez travailler sur cette patience pour pouvoir faire les formations et mettre tout ça dans votre tête et devenir une nouvelle personne avec une nouvelle attitude. Et au lieu de vous concentrer sur les raisons de pourquoi votre conjoint est là et de vous victimiser en disant ben, c'est pas normal que mon conjoint ait un pansement, etc., vous allez mettre l'accent sur le rééquilibre de votre couple. Hein, au départ, il y a un déséquilibre de pouvoir dans le couple. Certainement que pendant la phase 2 du couple, vous avez une forme de pouvoir sur le couple. Hein, vous avez un peu abusé, vous avez trop travaillé, vous n'êtes pas trop occupé des enfants, vous êtes trop occupé des enfants ou pas assez. Hein. Si vous êtes une femme, souvent vous me dites ah, je suis devenue une mère, mais finalement j'ai perdu mon côté féminin. Et les hommes disent j'étais trop concentré sur mon enfant, hein, et sur mon boulot, et je ne me suis pas assez occupé de ma femme et de mes enfants. Donc au début on a un certain pouvoir pendant la phase 2 et ça se retourne au niveau de la phase 3 où la personne en a marre au moment de sa crise existentielle, croit que le problème vient que vous êtes trop concentré dans votre travail ou que vous avez été mère et pas assez femme par exemple, ce ne sont que des exemples. Et du coup, le pouvoir est renversé. Donc celui qui est en crise au départ, a plein d'adrénaline, en a marre, veut tout foutre en l'air, et c'est lui qui prend le pouvoir. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Petit à petit, vous allez récupérer votre couple en rééquilibrant le pouvoir. Et pour rééquilibrer le pouvoir, il y a deux choses à faire. Augmenter votre capacité, vous, hein, de mieux faire les choses, de mieux comprendre les neurosciences, de mieux comprendre la relation humaine, et d'attendre en parallèle, finalement, que l'étape alarme pleine d'adrénaline se termine et qu'elle se remplace par du cortisol, de l'épuisement, et là vous aurez rééquilibré votre pouvoir. Mais au départ, vous ne pouvez pas en quelques secondes rééquilibrer le pouvoir. Donc quand une personne veut partir au début de sa crise existentielle, eh bien vous avez une situation, un sentiment, vous, de perte de contrôle, comme si vous conduisez une voiture sur la glace, et finalement vous n'allez avoir pas les mêmes émotions, vous voulez vous coller à votre conjoint veut prendre de la distance, et donc vous agissez de manière de ce que j'appelle désynchronisée, et vous allez amplifier les problèmes. Donc ne faites pas de boucles de rétraction négatives qui vont dévorer rapidement la bonne volonté et la chance de résolution pacifique. Donc au début, pendant que votre conjoint est souvent en down, vous gardez ce contact moelleux, très léger, juste éventuellement, si on ne peut faire que ça, du badinage, si on peut aller un peu plus loin dans l'humour, etc. Et vous en profitez pour vous fortifier, parce qu'il faut qu'au moment où votre conjoint va être en phase plateau et plus tard avoir la phase de regret, vous ayez déjà passé le cap de pouvoir et que vous soyez redevenu la meilleure version de vous-même. Donc finalement, quand une personne veut vraiment partir, hein, c'est assez simple aujourd'hui en Occident, on va voir son avocat, on demande de proposer un divorce à l'amiable, et si ça ne marche pas, un divorce traditionnel. Mais dans la plupart des cas, les pirates, vous me racontez effectivement que ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on parle, on prend un pansement, on va se faire du bien ailleurs, on critique, on dit, on épure le passé, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien. Donc ça veut dire que si on veut épurer le passé, si on se dispute encore, ou si on a des discussions, il faut parler, c'est plutôt bon signe. Mais vous ne pouvez pas parler, entre discuter, entre parler, entre créer quelque chose et échanger, enfin, et vider ses émotions, c'est autre chose. Quand vous parlez à la maison, que votre conjoint vous dit faut qu'on parle, ça veut dire que exactement je veux vider mes émotions. Donc ça, c'est pas bon. En revanche, si on a vraiment envie de parler, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va prendre rendez-vous dans un restaurant, un lieu neutre, on va prendre du temps, il y aura des personnes aux alentours, on va pouvoir discuter tranquillement. Mais on diffère, on prend son temps, on ralentit. Vous pouvez imaginer aussi d'aller faire une balade. Mais une balade où il y a du monde. N'allez pas me faire une balade en forêt, parce que ce sera pareil, vous allez vous retrouver tous les deux, et ça peut vite tourner vinaigre, même si c'est moins dangereux qu'à la maison, puisque comme vous marchez, il y a de l'énergie qui circule. Le mieux, c'est d'aller faire une balade
dans un endroit où il y a du monde. Donc comme ça on peut discuter, mais il y a du monde autour. On a plus de mal à s'énerver pour un rien. Hein, ça c'est très important. Donc vous allez apprendre à vous resynchroniser avec votre conjoint en déjeunant ensemble, en allant faire une balade, en marchant en même temps, en prenant la cuillère en même temps, etc. Pour petit à petit que votre conjoint, hein, petit pas par petit pas, c'est la méthode des petits pas et la méthode de l'effet cumulé, petit pas par petit pas, eh bien, on crée des relations plus stables. Et bien finalement, vous allez non pas réparer l'ancien couple, hein, mais vous allez passer en phase 4. Vous allez peut-être faire la formation comment on passe en phase 4 et quelles sont les règles de fonctionnement du couple qu'on a oublié pendant la phase 2. Si on apprend ça, eh bien on va être beaucoup plus arrivé. Donc vous allez finalement apprendre à utiliser maintenant le bon rôle. Vous avez une formation qui s'appelle aussi tenir son bon rôle comme un acteur. Finalement le couple c'est aussi un théâtre. Et si on pense au départ que c'est un processus compliqué, à force d'écouter les formations, on va voir que c'est finalement plus simple, plus logique qu'on ne le pensait, et vous allez apprendre finalement à optimiser chaque solution au cas par cas, et vous allez correspondre à chaque variable du jeu, hein, c'est le principe du jeu infini qu'on a vu cette semaine. À chaque occasion, on va utiliser des règles différentes, on va faire preuve de créativité, et on ne va pas toujours utiliser les mêmes règles comme vous l'avez fait pendant la phase 2 du couple, où vous avez installé finalement une routine qui vous est la plupart du temps reprochée. Voilà, donc on est mardi, on va se régaler d'écouter les formations comme tous les jours. Si vous voulez vous faire plaisir, allez mettre un ou deux messages de Grinta sous cette vidéo ou peut-être sur le groupe Facebook. Plus vous mettrez de choses que vous avez fait de bien, plus vous avez la gratitude avec ce qui vous arrive, plus vous allez raconter ce que vous avez appris, plus ça vous donnera la Grinta, plus ça donnera la Grinta aux autres. Plus vous lirez des messages de Grinta, mieux ce sera pour vous. Hein. Vous savez que pendant la crise existentielle, si on lit des messages de personnes qui se victimisent, au bout d'un mois, ça va pas nous avancer. On va nous-mêmes montrer ce qui va bien et on va s'entourer de personnes qui vont bien aussi, qui avancent. Le but de la team, de la famille des pirates, c'est de s'entraider. Hein, de temps en temps, on peut avoir un coup de mou, on prend une feuille de papier, on prend un stylo, c'est comme ça qu'on évacue le mieux. On écrit tous ces ressentiments, on les détruit, on les brûle, on les piétine, on les jette dans les toilettes, on les entoure, comment dirais-je, on les enterre sous un arbre, on fait ce qu'on veut, mais on le chasse de soi avec sa petite mimine et son papier. Hein, ça ne sert à rien de l'écrire avec son téléphone ou quoi d'autre. Hein, ça ne fait que vous remuer ce qui ne va pas. Et en plus, vous allez avoir des commentaires dessous qui vont aller pas dans le sens que vous voulez. Donc ça va comme quand vous discutez avec Tati Janine ou votre psy de quartier, vous en sortez encore plus déprimé. Ici, les pirates, on a besoin de s'inspirer, hein, de prendre l'énergie pour mettre les formations en application. Donc mettez-moi des choses de Grinta, ça vous fera du bien de les écrire, ça fera du bien aux autres, ça fera du bien de les lire. Vous avez, pour la Grinta, vous avez aussi le canal Telegram, hein, l'application Telegram, mais vous avez un canal qui s'appelle le canal Bruno Marchal, qui est le canal des pirates. Si vous n'arrivez pas à y accéder sur le canal Telegram, vous avez le lien en dessous de cette vidéo dans le descriptif sous le catalogue des formations. Et toute la journée, je vous mets des messages de Grinta. Je vous fais un message de motivation le matin et les autres pirates m'envoient sur WhatsApp des moments de Grinta, des vidéos, des audios qu'ils ont bien aimés, des citations qu'ils ont bien aimées et je vous les mets en place sur Telegram. Tout ça pour augmenter votre Grinta, hein, puisque les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint, les pirates qui ont réussi à récupérer le conjoint vous témoignent qu'effectivement c'est avec cette Grinta et avec les formations qu'on a réussi à s'en sortir et que ça aurait été plus compliqué. Vous avez beaucoup de personnes qui divorcent autour de vous et vous voyez que la personne qui n'est pas en crise et qui n'est pas demandeuse du divorce, souvent c'est très mal pris et c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au divorce. Si vous faites ce qu'il faut, vous multiplierez les chances d'y arriver. Bruno Marchal, il vous dit soyez fort, soyez Grinta, soyez pirate. On se retrouve demain matin pour parler de la nouvelle formation où vous allez vous régaler pour éliminer tous vos doutes, ça ce sera important. On se régale. Passez la journée que vous méritez.